Et on va parler maintenant de la place de l'IPA. Et je vais, voilà, moi je vais laisser le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Dr Camerlot, de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis très ravie de pouvoir vous parler du nouveau métier d'infirmier en pratique avancée. Mon intervention va être à un niveau beaucoup plus micro. On va passer vraiment dans le concret du nouveau métier. Ce nouveau métier est arrivé en France en 2016 dans un contexte particulier avec des démographies médicales en tension, l'augmentation de la prise en charge pour les pathologies chroniques et une demande en soins croissante de qualité et avec la sécurité. En France, en 2023, il y a environ 1700 infirmiers en pratique avancée, donc maintenant je dirais IPA pour aller plus vite. Et 23% de ces IPA ont une spécialité en oncologie, hémato-oncologie. Les IPA OHO, donc il y en a un petit peu partout en France, principalement dans les CLCC, Centres de lutte contre le cancer. Ces professionnels ont pour principales activités l'examen clinique des patients, l'interprétation des données biologiques paracliniques, également le renouvellement des traitements. En hématologie, donc c'est ce qui me concerne plus particulièrement au travers d'expériences que je vais vous relater tout à l'heure. Les pathologies représentées, c'est pour un quart les lymphomes non hodgkiniens, les leucémies lymphoïdes chroniques, les leucémies myéloïdes chroniques, les myélomes, et le reste, ça va être d'autres pathologies hématologiques. À l'Institut Paoli Calmette, donc l'historique de l'implantation des infirmiers en pratique avancée, elle est longue, avec notamment dès 2015, une préfiguration de ces postes intermédiaires, avec la création de postes infirmiers experts qui prenaient en charge les patients dans une unité qui s'appelle HLM, comme Hôpital Hors-les-Murs, pour le renouvellement des thérapies orales, et également dans le suivi des patients avant chirurgie pour réhabilitation améliorée. Dès 2018, on a accueilli des étudiants IPA en formation à l'Institut Paoli Calmette. En 2019, 2 postes d'IPA ont été créés. Un poste pour le suivi des patients en thérapie orale oncologique et hématologique, et un poste sur le suivi ambulatoire de patients allogreffés. En 2021, donc le projet dont je vais vous parler plus avant, c'est le projet d'équipe d'infirmiers en pratique avancée en hématologie lymphoïde. Et en 2023, on a développé l'hôpital de jour dans le cadre de ce projet. Alors, comment ça s'est organisé, l'implantation des IPA à l'IPC? À partir d'un besoin, c'est ce que le docteur de Palma a dit ce matin. Bien sûr, on a, à partir d'un besoin, construit un projet. Pour chaque poste, pour chaque projet, un protocole d'organisation a été rédigé. Le recrutement des IPA a été fait, avec à la suite des formations particulières, création d'outils spécifiques. Dans notre centre, le choix a été fait qu'une fois les IPA en poste, il y ait un compagnonnage de 6 mois. Puis on a travaillé également sur comment est-ce qu'on informait les patients. Le choix a été fait dans notre centre de faire signer un consentement aux patients, bien que ce ne soit pas une obligation légale. Et ce consentement est annexé au dossier. Et comme ça, c'est la trace que le patient est informé. On a bien sûr posé des indicateurs. Et là, on est dans une phase de réajustement. Où exercent les IPA à l'IPC? Donc, Unité Hors-les-Murs, c'était à l'origine un IPA qui s'occupe du renouvellement des thérapies orales oncologiques et hématologiques.
En hôpital de jour se croisent l'IPA, donc des thérapies orales, l'IPA de l'équipe lymphoïde dont je fais partie, et l'IPA qui prend en charge en ambulatoire les patients allogreffés. En consultation, il y a également l'IPA des thérapies orales qui assure le suivi de ces patients. Et bientôt, nous travaillons sur le suivi des patients en post-phase thérapeutique pour les patients atteints de pathologie lymphoïde. Et enfin, et ça c'est ce que je vais vous expliquer, en unité conventionnelle, donc il y a cette équipe IPA dont je vous parle. Alors, d'autres éléments d'organisation, compagnonnage de 6 mois qui a donné lieu à une évaluation, comme une clinique en fait. Donc ça a permis de renforcer la relation de confiance avec les médecins qui nous confient leurs patients. On a formalisé bien sûr les échanges avec les médecins et les IPA, on participe au RCP. À ce jour, au niveau des patients, seulement 2 pour tous les IPA ont refusé un suivi IPA. On se forme, on fait une formation continue et bien sûr, pour évaluer ces postes, on a posé des indicateurs. Donc là, à droite, bon, c'est un petit peu petit, je suis désolée, mais c'est des indicateurs qui ont été travaillés avec tous les IPA du groupe Unicancer. Quelque chose de très important, puisque c'est quand même là pour ça qu'on est là, c'est que nous évaluons donc notre nouveau métier au travers de l'expérience patient. Alors, les IPA lymphoïdes, donc c'est un projet de prise en charge innovante. Innovante pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, la plupart du temps, les IPA exercent en ambulatoire et rarement, beaucoup plus rarement, en hospitalisation conventionnelle. Donc, notre équipe d'IPA, donc on est 4, on commence à suivre les patients dès la première cure en hospitalisation. Puis ensuite, on va les suivre en télésuivi à l'hôpital de jour et bientôt en consultation. Les pathologies suivies, lymphome non-hodgkinien, lymphome hodgkinien, les leucémies lymphoïdes chroniques, myélome, leucémie aiguë lymphoblastique. On travaille donc en unité avec toute l'équipe, donc les hématologues, les internes, les externes, l'encadrement dans les cadres de proximité, les infirmières, les aides-soignants. Et pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo en bas pour illustrer ? C'est pour vous montrer, sur cette photo, il y a une interne, il y a 2 IPA, il y a une cadre d'unité. C'est qu'en fait, ce nouveau métier est arrivé donc dans le paysage de l'hôpital et avec d'autres professionnels de santé et il n'y a pas de friction ni de superposition des rôles. Les objectifs du projet, donc c'est une prise en charge alternée hémato-IPA à toutes les étapes de la prise en charge de parcours complexes, de façon à optimiser l'adhésion au projet thérapeutique avec un accompagnement personnalisé dans une éducation qui va démarrer dès la première cure. Ça permet également d'identifier les signes de fragilité, renforcer le lien de confiance avec le patient, suivre et anticiper les effets secondaires au domicile, puisque ce matin, on a quand même évoqué le fait que les thérapeutiques se complexifient avec des effets secondaires qui sont peu ou mal connus. Ça nous permet aussi, donc, ce projet de développer le partenariat, renforcer le lien hôpital-domicile, prévenir les toxicités graves et dans ce but, éviter certaines hospitalisations en urgence par une gestion précoce des symptômes. Et bien sûr, libérer du temps médical dans un contexte de démographie médicale en tension, dédié à d'autres activités comme la recherche ou la prise en charge de nouveaux patients. Et tout ça pour la sécurité, la satisfaction des patients et bien sûr leur qualité de vie. Alors en unité, les missions cliniques, ça va être donc l'évaluation des patients, l'évaluation clinique, puis c'est ce qu'on apprend, ça fait partie de nos compétences, puisqu'on a appris ça à l'université. Donc on peut renouveler les immunochimiothérapies. Dans le cadre de notre protocole d'organisation, on a 30 protocoles qui sont inclus. Bien sûr, ça va entraîner la prescription des soins de support en rapport avec ces protocoles. Pendant l'hospitalisation, on évalue cliniquement quotidiennement les patients, les effets secondaires liés au traitement. Et à la sortie, on va évaluer est-ce que la sortie est possible, organiser la sortie,
avec le renouvellement des prescriptions, vérification du projet thérapeutique, les rendez-vous qui sont associés à ce projet thérapeutique, et la rédaction de la lettre de liaison qui va être co-signée par le médecin adresseur, donc le médecin référent, et qui va être adressée au médecin traitant. Et tout ça dans des échanges permanents avec les infirmières, les médecins, etc. Là, je vous ai figuré une prise en charge. Donc, à l'hôpital de jour, on fait la même chose que ce qu'on fait en unité. On renouvelle les traitements des patients. Je vous ai figuré donc le protocole ABVD pour la maladie de Hodgkin. Donc, en vert, on voit l'intervention de l'IPA qui intervient en alternance avec le médecin qui figure en rouge. Donc, une cure sur 2. La première cure, c'est l'hématologue qui voit le patient. La deuxième cure, la cinquième cure, la sixième cure, ça sera l'IPA. On a également donc des missions d'éducation qui débutent au niveau de l'hospitalisation sur les effets secondaires, la gestion des toxicités. En intercure, donc ces patients, on va renouveler l'éducation. En hôpital de jour, on poursuit. On remet à nos patients, dès la première cure, un PPS avec les principaux effets secondaires, les modalités d'administration, les numéros appelés, etc. En téléconsultation, donc, on va suivre certains patients en fonction des protocoles, de façon, et ça on en a parlé ce matin, à suivre l'observance des traitements, puisqu'il y a de plus en plus de patients qui sont en plus de leur chimiothérapie IV sous anticancéreux oraux. Surveillance des effets secondaires au domicile, interrogatoire clinique, recueil des données biologiques quand ça s'avère nécessaire. On va bien sûr grader les effets indésirables, redonner des conseils, faire des prescriptions dans notre domaine de compétences et activer, si nécessaire, des prescriptions médicales anticipées, quand il y a de la fièvre, par exemple, ou un effet secondaire particulier. Ces téléconsultations permettent, quand on revoit les patients en hospitalisation, quand c'est le cas de passer, s'il n'y a pas eu de toxicité trop importante, à un palier supérieur de chimiothérapie. Et parfois, puisque maintenant, par compétence, on peut renouveler des transfusions, en fonction des besoins transfusionnels, de prescrire des transfusions pour nos patients. Ces appels permettent également de repérer des situations d'urgence et d'avoir des actions anticipées. Ces appels nous ont permis, pendant la crise sanitaire, de faire un suivi Covid qui a permis de faire bénéficier, depuis mars 2022, à nos patients d'un accès précoce aux antiviraux. Et ça nous a permis également de faire un télésuivi clinico-biologique de l'infection, de façon à pouvoir dépister des formes graves et surtout éviter les ruptures, les perdus de vue dans le parcours thérapeutique. Alors, l'impact de notre projet, donc on a mis des indicateurs en place. Donc en 2022, on a une file active de 1097 patients. On s'est intéressé au nombre de validations de chimiothérapie par les IPA, au nombre de retours vers le médecin, au grade de toxicité et au nombre de séances d'hôpital de jour, puisque c'est une activité que nous avons démarrée depuis le mois de mars. Alors là, je vais vous montrer, donc c'est vrai qu'on s'intéresse bien sûr à la satisfaction, à la perception patient. On a créé un questionnaire donc inspiré des recommandations de la HAS sur la satisfaction du patient. Donc c'est un questionnaire auto-administré, 14 questions utilisant une échelle de Likert. Donc c'est une enquête préliminaire. Ces données ne sont pas encore publiées. C'est en cours d'exploitation. Donc au niveau de la note globale, la satisfaction, les patients sont plutôt satisfaits puisque 65% mettent une note de 10 sur 10 à la prise en charge IPA et la note moyenne est de 8,34 sur 10. Au niveau donc des compétences de l'IPA, les patients, 92% disent qu'ils ont été interrogés correctement par l'IPA, qu'elle a fait preuve d'écoute, de compréhension, qu'elle a réalisé un examen clinique satisfaisant, et là je ne vous l'ai pas figuré, et que les prescriptions les satisfont également. Je vais un petit peu plus vite.
Au sein de l'institution, donc l'IPA est au centre du parcours de soins du patient, en rapport avec l'onco-hématologue référent, avec les infirmières des unités, les infirmiers experts du service hôpital Orly-Murs dont je vous ai parlé, les infirmières coordinatrices, les pharmaciens cliniciens, les acteurs de soins de support comme les psychologues, les assistantes sociales, les éducateurs sportifs, les diététiciennes, les socio-esthéticiennes. L'IPA, c'est également, on s'est rendu compte que c'était un trait d'union avec la ville, donc avec les médecins généralistes, puisque nous leur adressons directement nos comptes rendus d'hôpital de jour, que nous signons en autonomie, et les lettres de liaison que je vous ai montré tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous communiquons étroitement avec les infirmières libérales, les autres paramédicaux de ville, les officines de ville et par exemple, c'est vrai qu'on est assez souvent en contact avec les officines de ville pour la délivrance des molécules onéreuses. C'est vrai que certaines officines ont besoin qu'il y ait une prescription parce qu'elles n'ont pas forcément à disposition ces molécules, donc on communique beaucoup. Idem avec les laboratoires de biologie médicale, les spécialistes médicaux, puisque par compétence, nous pouvons adresser nos patients à des spécialistes médicaux, pneumologues, cardiologues, etc. Et enfin, chose très importante, dans le cadre des alliances, on communique étroitement avec les infirmières coordinatrices des structures qui prennent en charge nos patients, par exemple le CHICAS de Gap, l'hôpital de Bastia, le CH de Martigues, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'IPC, nos patients, il n'y en a qu'un quart qui vivent à Marseille. Les bénéfices, donc relations de confiance, satisfaction, satisfaction pour le patient. Il semblerait que les IPA soient une réponse aux besoins d'une population croissante de patients en hémato-oncologie avec une complexification des traitements, la gestion précoce des toxicités, actions de suivi, de prévention, d'éducation et de leadership clinique au niveau des équipes, des autres infirmiers, et bien sûr, gain de temps médical. Voilà. Les perspectives, donc nous sommes en train de faire une étude exploratoire de l'expérience patient pris en charge par IPA dans leur parcours thérapeutique pour une hémopathie lymphoïde. Et on va faire une triangulation, donc ça sera une étude mixte avec la perception des autres professionnels de santé qui collaborent avec les IPA. On est en train donc de construire une consultation de fin de traitement pour nos patients passés la phase active donc de traitement, et on travaille sur un parcours lymphoïde sur IPC Connect. Donc que retenir ? J'ai fini. Donc les facteurs favorisant notre implantation, donc c'est qu'il y a une clarté de notre rôle, pas de chevauchement avec les infirmières coordinatrices, les cadres de proximité, les internes, les externes que j'ai oublié de citer. L'interaction, elle doit être facilitée entre médecins et IPA. Il faut bien définir et respecter les missions, et tout ça au travers d'un protocole d'organisation qui doit être solide et exhaustif, bien communiquer sur nos fonctions au sein de l'Institut et hors de l'Institut. Avoir un médecin d'appui, ça c'est capital. Et bien sûr, il y a un piège, c'est une démographie médicale en baisse qui insiste parfois à pallier par des IPA, mais pas forcément de la bonne façon. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Bonjour. Merci Catherine. Je suis Jessica Lavigne, je suis infirmière libérale dans le 15e arrondissement et aujourd'hui j'interviens en modération à mon titre d'élu de l'URPS infirmière PACA. On va vous passer la parole pour les questions que vous auriez à poser à Catherine. Le micro arrive. Bonjour, Daniel Sorin, Avignon. Je suis un fervent partisan des IPA, je vous le dis d'emblée. Comment est-ce que vous expliquez les 2% ou les quelques patients qui ont refusé d'avoir affaire aux IPA, et dans votre taux de satisfaction des patients, quelles ont été les critiques qu'on ait pu faire à votre activité pour avoir un très faible pourcentage, mais qui existe quand même? C'est ça qui est intéressant. Alors,
par rapport au refus, c'est quand même assez anecdotique, puisque là, ça ne concerne pas que les IPA lymphoïdes, mais les 6 IPA de l'IPC. Je pense que c'est une méconnaissance de notre métier, peut-être en population générale. Et c'est vrai que, je pense que je l'ai dit, il faut vraiment communiquer sur notre métier, communiquer sur la façon dont on interagit, et dont on collabore, avec les médecins adresseurs. Et ça, je trouve que c'est capital pour que le patient... Il faut vraiment bien communiquer sur notre métier. Et je pense que les barrières, les refus, au fur et à mesure de l'existence de notre métier, qui est quand même jeune, 2019-2023, c'est assez jeune, au fur et à mesure, je pense que maintenant, on va faire partie du paysage sanitaire français un petit peu partout, puisqu'il y a une demande qui est croissante. Et puis, comme on l'a dit, on est quand même dans une situation où on a besoin de professionnels de santé compétents qui puissent intervenir. Donc, voilà, je pense que c'est une méconnaissance de notre métier par les patients, pour répondre à votre première question. Et quant à la deuxième question, ceux qui pêchent au niveau de l'évaluation de nos patients, honnêtement, c'est qu'on ne leur propose pas suffisamment les soins de support. On a eu des mauvaises notes, et donc pas trop mauvaises notes, mais pas des très bonnes notes. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Une question sur les moyens de financement et votre salaire. C'est un peu indiscret. Mais pour les infirmières, c'est important de savoir, vous avez Master 1, Master 2. Donc, est-ce que la direction de l'IPC a pris en considération le fait que vous étiez infirmière de pratique avancée ? Disons que pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, puisque avant j'étais infirmière coordinatrice au niveau d'infirmière coordinatrice. Donc, dans les CLCC, il y a une grille particulière. C'est pas niveau cadre. Il y a un travail au niveau d'Unicancer sur la réévaluation à un niveau cadre de nos métiers. Voilà. Et l'autre question, je me souviens. On est salarié. Alors, pour préciser, peut-être pour les envoyer en formation, peut-être après en fonctionnement. Ça, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre sur ça. Oui. Je rebondis un peu sur cette question, puisque personnellement, j'ai cru comprendre qu'il y avait de la part de l'ARS un souci et une aide financière pour former les IPA, et qu'ensuite, il n'y avait pas de budget prévu par l'ARS. Peut-être que je me trompe. Alors, l'ARS PACA a donc fait une expérimentation avec des postes d'infirmiers hospitalo-universitaires pour favoriser l'implantation dans certains établissements de la région. Ça, c'était un choix de l'ARS PACA. Dans les autres ARS, ça se passe différemment. Et je sais que pour la formation, l'ARS PACA soutient et aide et finance en partie les infirmiers libéraux. Je vais juste répondre rapidement pour le financement. Mais c'est des volontés de direction, hein. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure en disant tu ne sers à rien, tu ne rapportes rien, va-t'en. Là, il y a parfois des directions qui disent que ça sert à quelque chose et donc qui favorisent le financement de ce genre de poste, hein. Et ça, c'est des volontés institutionnelles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis 2015, cette volonté de développer les métiers intermédiaires dans notre centre. Là, moi, je voulais rebondir sur votre remarque sur les soins de support où vous êtes peut-être moins performante, entre guillemets, mais en tant qu'ex-infirmière coordinatrice, je pense que vous êtes particulièrement bien placée pour justement associer à cette pratique d'IPA la coordination des soins de support, de la prise en charge globale, et peut-être que ce rôle mixte pourrait exister, qui serait à la fois d'être coordinatrice du parcours de soins et spécifiquement IPA. Enfin, je ne sais pas si ça si je peux essayer de reformuler la question, est-ce que ça répondrait à quel est le niveau d'action finalement de l'IPA au sein du parcours de l'exercice coordonné du patient? Oui, et peut-être effectivement d'être un peu plus en liaison avec la coordination, justement.
Donc l'IPA française, le modèle français, c'est un modèle clinicien en fait. Les IPA sont plus un modèle clinicien. La part de coordination existe, mais en France, nous avons des infirmiers coordinateurs. À l'Institut, les infirmiers coordinateurs font également l'annonce. Et c'est vrai que nous, on voit les patients à un autre moment de leur prise en charge, quand ils arrivent en unité. Et c'est sûr que le travail d'annonce et de proposition des soins de support a été fait, mais peut-être qu'il faut que nous, on réactive plus tout ça. Vous avez tout à fait raison. D'autres questions peut-être ? Bonjour, docteur Odiger Valette à Toulon. Alors, moi, je suis un peu le vilain petit canard de l'hôpital public, mais honnêtement, à l'hôpital public, on n'est pas aussi favorisé que dans les CLCC sur les financements. Et les IPA, c'est une très grande difficulté vis-à-vis de la valorisation auprès de nos directions. Parce qu'actuellement, on en a 2 en formation, mais on a pu, enfin, je parle sur l'oncologie, hein, autrement on en a 5. Mais actuellement, elles sont prises sur nos effectifs. C'est-à-dire que si je positionne une IPA, je perds une ligne d'infirmière. Et en raison du financement et des difficultés financières que je ne vais pas vous expliquer sur le système de soins et sur nos instances, c'est évident que si je ne peux pas mettre une IPA, du coup, je ne valorise pas son activité. Si j'en ai qu'une, elle ne peut pas travailler en binôme avec l'autre. Alors, on a plein de programmes. Là, on va intégrer le programme Résilience parce qu'effectivement, c'est vraiment une valorisation et l'étude Capri l'a montré. Mais le nerf de la guerre, c'est générer de l'activité. Et une IPA stricto sensu, elle ne va pas avoir un patient à elle. En fait, c'est les patients qui sont vus d'abord par les oncos. Donc, en fait, la raison pour laquelle il faut générer de l'activité, c'est que l'IPA va dégager du temps pour l'onco qui va avoir plus de patients. Donc, en fait, c'est ça dont on a la plus grande difficulté à expliquer de l'intérêt du métier de l'IPA pour lequel nous, onco ou pneumo-onco, on est absolument convaincus. Mais on a enfin, nos cadres ont beaucoup de mal à valoriser l'intérêt de l'IPA. C'est vrai qu'à l'Institut, c'est une volonté institutionnelle qui est encore plus importante là, depuis 2 ans. En effet, notre modèle à nous en lymphoïde a montré qu'on arrivait à dégager du temps médical. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est pour ça que ça marche, puisque les hématos ont plus de temps pour recruter. C'est nos grandes difficultés. Hein. On est tous absolument convaincus de ça, mais dans un hôpital, le problème, c'est qu'il n'y a pas que de la cancérologie et tout le monde doit valoriser. Les psychiatres sont également en grande difficulté sur les effectifs médicaux. Et il ne s'agit pas de remplacer des médecins par des IPA sur des temps très, très contraints, parce qu'après, on va diviser les populations médicales et paramédicales. Si je peux rebondir là-dessus, bonjour, je suis Julie Ducret, pharmacienne au Centre Antoine Lacassagne. C'est que finalement, cette problématique, on la ressent à tous les niveaux, dans tous les établissements de santé, c'est qu'on nous demande de nous spécialiser, de développer de nouvelles pratiques, et que finalement, on fonctionne pour l'instant à effectif constant, et c'est très difficile d'être renforcé avec des activités qui sont très chronophages, notamment en clinique au sens large. Hein. Donc, c'est un problème très général et pas propre aux IPA. Par contre, ce que j'ai beaucoup retenu de ta présentation, Catherine, au départ, c'est pour l'importance du compagnonnage au début pendant 6 mois, de formaliser les échanges avec les médecins. Et ça, c'était la réussite a priori pour après mener à bien toutes ces missions. C'est capital, ce compagnonnage, c'est capital pour se faire connaître. Et même pas qu'au niveau médical, au niveau même des pharmaciens cliniciens, puisque au niveau des logiciels de chimio, etc., puisqu'on valide des chimios, donc on a rencontré, on s'est fait connaître au niveau de tous les intervenants intra-hospitaliers. Ça, c'était capital. Pour répondre à la question à laquelle vous n'avez pas pu répondre, en fait, une infirmière coordinatrice sur une ligne de financement en tant que chef de pôle, c'est 58 000 € la ligne de financement sur le pôle par an. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. On va malheureusement devoir arrêter. On va passer à la suite. Merci beaucoup, Madame Evans.